Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du Grand Prix de Styrie. Deuxième manche du championnat du monde sur le même circuit, c'était sur le Red Bull Ring, le Grand Prix, le circuit qui se trouve dans les montagnes styriennes, qui est donc du côté de Spielberg. Circuit donc toujours aussi intéressant, c'est pour ça que j'avais pas fait de présentation de cette manche de championnat du monde. Je ferai pareil quand il y aura les deux grands prix à Silverstone parce que sur la deuxième course on n'a pas grand chose à dire. Du côté de ce débrief du Grand Prix, on va essayer d'aller plus vite que le week-end dernier. On avait fait 30 minutes, donc là on va essayer de réduire un petit peu. Débrief de ce Grand Prix, eh bien un Grand Prix qui a été beaucoup moins animé en course que le week-end dernier. Des qualifications par contre fantastiques sous la pluie. Des essais assez intéressants, il y a beaucoup de choses à dire. Ferrari au fond du trou, Racing Point qui a l'air d'être très très fort. Et puis McLaren, on a du mal à sentir le niveau, c'est un peu comme Renault, on a du mal à savoir où il se trouve. Et puis toutes les équipes avec le moteur Ferrari au fond du trou. Et la situation est grave du côté de chez Ferrari, avec en plus un 0 pointé pour cette course. On va également, je vais vous le dire tout de suite, que après ce Grand Prix, et ça, ceux qui font les débriefs juste après ne peuvent pas le dire, on l'a appris hier soir, c'était aux alentours de 21h, 21h30, Renault et Racing Point. Nouvelle affaire, on rappelle que Renault Racing Point, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc là, réclamation de Renault contre la Racing Point. Qu'est-ce qui pose problème à Renault? Renault considère que certaines pièces de la Racing Point serait fourni par Mercedes. C'est-à-dire que Racing Point se fournirait dans certaines pièces à Mercedes, sauf que ce ne sont pas des pièces de moteur, mais ce seraient des pièces de châssis, ce qui là est interdit. Je rappelle que vous avez le droit de fournir tout le train arrière d'une Formule 1, mais pas le train avant. Il semblerait qu'il y ait des pièces au niveau du train avant où Renault ait des doutes. Et la réclamation porte là-dessus et considère que ces pièces sont la propriété intellectuelle de Mercedes et que Mercedes en a l'exclusivité pour le championnat du monde de Formule 1. Donc Racing Point n'a pas le droit de les utiliser parce que Mercedes en a l'exclusivité en termes de propriété intellectuelle. Voilà le problème entre Renault et Racing Point. Très clairement, c'est un petit peu une vengeance du Grand Prix tout d'abord avec Stroll qui n'a pas eu de pénalité. Je pense que c'est également une deuxième vengeance de l'année dernière, vu que c'était Racing Point qui avait dénoncé Renault, quand Renault avait été disqualifié à Suzuka pour son système d'indication au niveau des phases de freinage. Renault indiquait à ses pilotes jusqu'à l'année dernière comment faire la bonne répartition de freinage à chaque virage. Et c'est indiqué sur le tableau de bord, ce qui n'était pas illégal, mais ce qui était antisportif. Donc ce qui avait provoqué la disqualification des deux Renault à Suzuka alors qu'elles avaient fait un bon résultat. Et c'était quelqu'un de Racing Point qui les avait balancés. Donc c'est un petit peu une vengeance. Tout simplement, Renault, soit ils arrivent à faire disqualifier la voiture, mais ils arrivent surtout à récupérer des informations sur certaines pièces de chez Mercedes. Parce qu'on considère que que la Racing Point est une Mercedes de 2019. Donc c'est pour récupérer des informations, je pense, sur certaines pièces. Car Racing Point, c'est un peu comme Twitter en Formule 1, c'est-à-dire que vous êtes présumé coupable. Donc vous devez fournir des arguments pour vous défendre. Voilà, vous n'êtes pas présumé innocent. Donc dans le cas de Racing Point va donner des informations comme quoi les pièces qu'ils utilisent ne sont pas des pièces de chez Mercedes et qui ne sont pas des pièces que Mercedes a en propriété intellectuelle. Donc, même Racing Point est obligé de dévoiler des schémas techniques à Renault pour montrer cette indication. Et donc, Renault aura des informations sur comment marche la Racing Point. Comme c'est la voiture qui a l'air d'être la deuxième ou la troisième voiture la plus rapide du peloton, ça permet d'améliorer sa propre voiture. Donc, voilà les informations avant de passer au débrief des Bleus pour ce premier Grand Prix de Styrie de l'histoire. Du côté des Bleus, on va faire un bilan global. Ça s'est pas bien passé, surtout le week-end, en termes de résultats comptables. Parce que le week-end, en qualif, ça a été plutôt bon. On a eu des bonnes qualifs de 2 Français sur 3. Par contre, le bilan comptable au final, c'est 0 pointé. Aucun point pris par tous les pilotes français, ce qui n'est pas exceptionnel. Et puis, même en essai libre, c'était déjà un petit peu compliqué pour certains. On commence avec Esteban Ocon, qui est, je pense, le Français qui a réalisé le meilleur week-end. 12 sur 20 pour Esteban Ocon. Pourquoi meilleur week-end pour Esteban Ocon? Parce qu'il a devancé assez régulièrement Daniel Ricciardo.
En essai libre 1, tout d'abord, si on revient sur les essais libres 1, Esteban Ocon n'est pas si loin que ça de Daniel Ricciardo. Il y a un dixième, alors que le week-end dernier, on était entre 4 et 5 dixièmes sur tout le week-end. En essai libre 2, Ricciardo fait une erreur, donc c'est vrai que ça n'aide pas dans la guerre. Et puis en qualification, Ocon est devant Ricciardo, et puis avec un bel écart, hein, 3 dixièmes, 2 dixièmes et demi entre Esteban Ocon et Daniel Ricciardo, donc c'est un bel écart en qualification, sous la pluie. On sait que là, Ocon, il doit montrer que c'est le patron avant l'arrivée d'Alonso. Donc ça, c'est une très bonne chose qu'il ait fait ça. En course, il était un peu moins rapide, mais il s'est bien défendu face à Ricciardo. Encore une fois, dans la même optique de dire, toi, tu te barres l'année prochaine. Moi, je dois montrer que je suis capable de résister à Daniel Ricciardo, qui est un bon pilote, pour montrer à Alonso que moi, je ne suis pas un branquignol et qu'il va falloir compter sur moi pour 2021. Il y a aussi une guerre déjà qui commence entre Alonso et Ocon. Et c'est important parce qu'Ocon ne doit pas se faire manger par Alonso. Et ça passe également par cette position-là en course, d'avoir été très défensif sur Ricciardo. Alors certes, Ricciardo a perdu un peu de temps. Après, je pense que ça lui a peut-être coûté 2 points en fin de course. Mais je pense que Renault n'a pas forcément envie de faire de cadeau à Daniel Ricciardo. Et je crois que Daniel Ricciardo vient de le comprendre. Sinon, bon week-end en global pour Ocon. Dommage ce problème de fiabilité, qui est le même problème de fiabilité qu'avait touché Ricciardo lors du premier week-end de course, c'est-à-dire un problème de refroidissement de radiateur. Le radiateur casse et donc la voiture n'est plus refroidie. Et donc pour éviter de casser un moteur, vous êtes obligé d'arrêter la voiture. Malgré tout, je pense qu'il aurait fini 9e ou 10e aux alentours de Carlos Sainz. Mais il a fait une très bonne course, je trouve, en défendant bien sa position, de manière propre aussi, c'est-à-dire qu'il n'a pas non plus été à l'extrême, ce qu'a pu faire Stroll à un moment. Et puis derrière, après, en qualification, très bonne qualification, voilà, Ocon, faut qu'il continue comme ça, qu'il réduise encore l'écart en rythme de course sur le sec face à Daniel Ricciardo, et ça sera encore parfait. On passe à Pierre Gasly. Pierre Gasly, 7 sur 20. Pourquoi 7 sur 20 pour Pierre Gasly? Tout simplement, week-end qui avait pourtant bien débuté, parce que derrière, devant Kiat, pendant une grande partie du week-end, il avait 1 dixième en EL1, en EL2, je crois que l'écart était encore plus important pour Pierre. Oui, il y avait 3 dixièmes en EL2. En qualification, c'est là où l'écart est le plus important, vu que Kiat est éliminé dès la Q2, alors que Pierre Gasly passe en Q3 et l'écart est assez important lors de cette phase de qualification. Mais par contre, en course, Kiat est devant et Pierre Gasly est loin derrière. Ça a été une qualification très très bonne pour Pierre Gasly, qui a pris des très très gros risques en pilotage. Il faut le dire, s'est vraiment battu avec sa voiture. Autant Ocon, c'était très très propre, je trouve, dans le pilotage de Ocon sous la pluie. Autant Gasly, tu sentais que ça bataillait au niveau du volant. Il y a un moment à la sortie du viragiste, il m'a fait peur, il a réaccéléré, il était vraiment à cheval sur le vibreur. C'est le genre de truc où normalement tu pars en tête à queue, tu as vu la voiture a bougé à droite, gauche, et puis il a réussi à rester tout droit. Vraiment du très très bon pilotage. Mais en course, aucun rythme de course. Et surtout, j'ai l'impression que cet AlphaTauri détruit ses pneus, tout simplement, pour une raison extrêmement simple. C'est que ce sont les seuls à avoir utilisé des pneus hard de toute la course, que ce soit Pierre Gasly ou Daniel Kiat. Et je pense que c'était prévu en termes de stratégie qu'ils utilisent des pneus hard. Tous les autres ont utilisé des médiums et ont fini tranquillement la course. Eux, déjà, avec les softs, ils avaient du mal à les tenir. C'est-à-dire que Pierre Gasly s'arrête extrêmement tôt. Je l'ai noté sur Ocon. Gasly s'arrête au tour numéro 26. Il passe des pneus durs à ce moment-là. C'est-à-dire juste un tour après Verstappen. Donc il s'arrête très tôt par rapport à Sainz, par rapport à Stroll, qui s'arrête quasiment 10 tours plus tard. Mais surtout, après derrière, il a dû s'arrêter une deuxième fois pour remettre des softs pour les 15 derniers tours, parce qu'il n'arrivait pas du tout à tenir les pneus hard non plus, et qu'il n'était pas bon en performance. À un moment, il se battait avec les Williams. Pierre Gasly, il finit très loin, il finit 14, Pierre, il finit 15e, juste devant les deux Williams. Mais vraiment avec un rythme très mauvais en course. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé pour Pierre, mais il va falloir régler ça très très vite du côté de AlphaTauri. Sinon, ils vont rater le train qui a progressé, des Racing Point, des Renault, des McLaren. Eux, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas régressé, mais qu'ils sont un peu au même niveau que l'année dernière. Et si en plus sa voiture n'a vraiment pas beaucoup d'endurance avec les pneus, ça risque d'être un petit peu
compliqué. On finit avec As, où là, il y a une régression assez nette du côté de l'équipe américaine, avec Romain Grosjean. Cette semaine, pas de problème de frein, heureusement, même si As nous a un petit peu inquiété en début de week-end en nous disant on n'a pas changé le système de freinage par rapport au week-end dernier. C'est-à-dire qu'il faisait partir un petit peu les pilotes sans savoir s'ils allaient pouvoir finir la course. C'est pas du tout inquiétant quand tu démarres dans une bagnole qui fait 750 chevaux, voire même plus, et qu'on te dit on ne sait pas si les freins ils vont tenir jusqu'à la fin du Grand Prix. Donc peut-être un moment tu vas te cracher à 300 km/h, tu vas faire un tour, mais c'est pas grave, il y a la cellule de survie. C'est un peu ça quand même les patrons de chez Haas du côté de Günther Steiner par exemple. Pas très intelligent, l'italo-allemand. Du côté de Grosjean, pas grand chose à dire. Pourquoi 5 sur 20? Vous verrez que Magnussen a 1 ou 2 points de plus, tout simplement parce qu'il s'est fait devancer tout le week-end par Magnussen, que ça soit en course, mais également en qualification. Alors en qualification, problème technique, problème d'échangeur. Donc ce qui permet de faire le refroidissement de la voiture, c'est l'échangeur qui a complètement cassé, l'échangeur du moteur Ferrari. Je peux vous dire que Romain Grosjean, quand il a paru au micro de Canal+, qu'il a répondu à... c'était... c'est pas Jules de Rampe, c'est l'autre. J'ai toujours un problème avec les deux journalistes de Canal+, je les confonds. J'ai oublié son nom. C'est pas Jules de Rampe, c'est l'autre qui était avec Franck Montagny. Je m'en excuse, j'ai oublié son prénom encore une fois. Il était passablement énervé. Parce que j'ai eu l'impression quand même qu'il était à deux doigts de l'envoyer chier. En plus, quand le journaliste lui fait bonne chance pour demain, c'est un truc à pas dire, ça. C'est un truc à pas dire à quelqu'un énervé. Parce que là, je peux te dire qu'il était à deux doigts de lui mettre un bourre-pif dans la gueule. Non, mais du côté de Grosjean, il n'y a rien qui va en ce moment. Et puis, il n'a pas été recruté par Renault en plus. Donc, il sait que pour l'année prochaine, ses possibilités en Formule 1 se sont quand même réduites. Parce que vous avez As. Alfa Romeo, ça me semble compliqué, surtout si en F2, Schwartzmann continue à être performant. Il n'y a plus beaucoup de possibilités, quoi. Tu sens que Racing Point, ils vont pas faire appel à lui. Soit il reste chez As, soit il part chez Williams, mais il n'y a pas beaucoup d'options du côté de chez Romain Grosjean. Quoique As, je pense, ça serait moins pire que As en ce moment. Ouais. Grosjean, est-ce qu'on le voit peut-être faire sa dernière saison en F1 ou avant-dernière? Parce que aujourd'hui, s'il arrête sa carrière en F1 quand même, ça sera une énorme déception, Grosjean. Par rapport à son début de carrière où il dominait énormément. Je pense que l'erreur c'était d'avoir rejoint Renault trop tôt et d'avoir pas été champion de GP2 cette année-là. Ça l'a beaucoup retardé, celui qui est champion de GP2 tard. Il a quand même fait d'énormes performances chez Lotus. Je pense que quand il va chez As, c'était une bonne idée, mais il aurait dû rejoindre un moment Renault. Quand Renault recrute Sainz, je pense qu'il aurait dû se mettre sur les rangs à ce moment-là, quand Renault cherchait à remplacer Palmer. Il ne s'est pas mis sur les rangs à ce moment-là, c'est dommageable. Peut-être qu'on n'a pas assez cru aussi en ses capacités de mener une équipe, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que chez As cette année, il ne mène pas l'équipe, c'est Magnussen un petit peu qui mène plus que lui. Et que de toute manière, ça mène pas très bien ils ne mènent pas l'équipe vraiment dans le bon sens parce qu'ils sont en manque cruel de performance. Mais c'est vrai qu'en ce moment, Grosjean, c'est un peu la soupe à la grimace. On passe aux pilotes qui ont fait un beau week-end. Les pilotes au top, bien entendu, vous en avez l'habitude. On commence avec Hamilton, 20 sur 20 du côté d'Hamilton. Pas grand-chose à dire devant tout le week-end, devant son équipier Bottas, malgré le fait qu'ils n'avaient pas forcément une voiture si performante que ça. Par rapport au week-end dernier, c'est peut-être les températures piste. Enfin, ça marchait un peu moins bien du côté de chez Mercedes. En EL1, juste derrière Bottas, mais quasiment rien, l'écart, c'est 31 millièmes. Ensuite, en EL2, là aussi, derrière, par contre, dès que les qualifications arrivent, là, il nous a fait une qualif en troisième session, en Q3. Oh là 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 là. Phénoménal. Son tour qualif est à montrer dans toutes les écoles de pilotage. Sous la pluie, c'est d'une précision, ça, c'est incroyable, quoi. Comment il a fait. Il a collé 1 seconde 2 à Verstappen. Il a collé 1 seconde 4 à Bottas. Il a collé 2 secondes à Ricciardo, quasiment.
Enfin, c'est 2 secondes 3 à Vettel. Le temps qu'il a réalisé en Q3, c'est phénoménal. Vraiment, c'est d'une précision. Il a amélioré tout le temps, mais dans des conditions qui étaient vraiment très difficiles parce que il repleuvait très fort en Q3. En Q2, on avait une accalmie. En Q3, ça repleuvait énormément. Pardon. Et là, il a fait des chronos vraiment excellents. Et derrière, bah oui, ça fait une pole position phénoménale, une 19,273. Derrière, en course, il n'a jamais été inquiété par Verstappen de tout le Grand Prix. Il gagne avec 13 secondes d'avance sur Bottas, qui finit fort quand même. Bottas, il faudra s'en méfier pour la suite de la saison. J'ai l'impression qu'il a envie de battre Hamilton et d'éviter qu'Hamilton soit 7 fois champion du monde comme Michael Schumacher. Peut-être que c'est un fan avéré de Michael Schumacher, ce qui serait drôle pour un Finlandais qui normalement serait plutôt fan de Keke Rosberg et Mika Häkkinen. Non, mais il a jamais été inquiété par Bottas, ni par Verstappen, encore moins par Norris et Perez. Sacré Grand Prix de la part d'Hamilton, pas grand chose à dire. Il a été performant, l'arrêt au stand s'est très très bien passé. Ils ont fait un arrêt au stand très rapide en plus, Mercedes. Enfin voilà, 20 sur 20 parce qu'un week-end comme ça, c'est parfait pour un pilote comme lui. Et puis en plus, il marque le point du meilleur tour en course. Non, c'est Norris qui le récupère, oui, c'est vrai, dans le dernier tour, pardon. Autre pilote au top chez Mercedes, Bottas 16 sur 20. Pourquoi que 16 sur 20, on pourrait dire Bottas? Parce que déjà largement un moment malmené par Max Verstappen. Il y a eu une belle bagarre même avec Max Verstappen et il l'a rappelé en conférence d'après-course. C'est vrai que ça a été une bagarre très intéressante. C'est dommage, c'est que Bottas il était plus fort qu'Hamilton en EL1, en EL2 et ça s'est pas concrétisé en qualification. Il l'a dit, c'est un peu raté en qualification. Problème de température dans les pneus et surtout il a glacé un frein. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire glacer un frein, c'est quand les freins sont neufs, il faut les chauffer. Il faut les chauffer tout doucement, on va dire, un frein carbone. Si vous appuyez directos comme un bourrin sur le frein, vous glacez votre frein, ce qui fait qu'il n'est plus du tout performant. Et que vous avez une répartition de freinage qui n'est plus bonne du tout sur le train avant. Vous avez un frein gauche qui freine beaucoup plus que le frein droit parce que le frein droit était glacé. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour Valtteri Bottas, qui arrive souvent sous la pluie parce que on a du mal à avoir des sensations au niveau des freins. Ça arrive souvent sur la pluie de glacer des freins. C'est Franck Lagorce qui raconte très très bien une fois d'avoir glacé un train de frein dès le premier virage. Et il l'avait raconté une fois sur la chaîne L'équipe quand il commente l'endurance. Il est un très bon commentateur, Franck Lagorce, je trouve. Très bon consultant, même si des fois on peut considérer qu'il est un peu chiant, mais je trouve qu'il apporte beaucoup d'informations techniques. Comme Franck Montagny en passant. Du côté de Bottas, donc 16 sur 20, parce que voilà, problème en qualification, et puis en course, il avait un rythme quand même inférieur à Hamilton, il faut le dire. Je pense qu'aussi qu'en qualification, il n'avait pas le rythme pour aller chercher Hamilton, qui était là sur une autre planète. Je pense qu'il avait 6 ou 7 dixièmes d'avance, facile sur tout le monde. On continue avec les pilotes au top avec Lando Norris. Pourquoi Lando Norris? Parce que déjà, un putain de dernier tour de Lando Norris. 3 places de gagné sur le dernier tour, c'est quand même pas anodin, c'est pas facile à faire. Record du tour en plus, derrière. Il a dominé Sainz parce que lui il finit 5, Sainz finit simplement 9ème et l'écart est assez incroyable entre les deux pilotes. Il a été presque décevant en qualification, mais il était à 3 dixièmes de Carlos Sainz, sinon pendant tout le week-end il a quand même été plutôt ultra performant. Voilà, il avait un très bon rythme de course et ça il faut le dire, malgré le fait, non, j'avais oublié qu'en EL1 et en EL2 il n'avait pas fait des gros chronos, mais en course il dominait Carlos Sainz. Après du côté de chez McLaren, pour le moment, on a un super Norris qui permet de prendre des points. Il est 3ème au championnat du monde. Qui aurait cru au mois de mars que McLaren serait 3ème du championnat du monde au niveau des pilotes. Et au niveau des constructeurs, ils sont peut-être même 2ème ou 3ème juste derrière Red Bull. Non, ils ont fait une très bonne course. Norris, un dernier tour de folie, une très bonne stratégie encore de la part de McLaren qui ne s'est pas planté. Parce qu'il s'est arrêté très tardivement, Norris. Il s'est arrêté au 40e tour.
Et ensuite, bah, il avait des pneus ultra performants. Lui, il a fini avec des softs. J'ai pas marqué, mais je pense que c'était des softs. J'ai oublié de noter. Mais normalement, c'était des softs, hein, parce que je crois qu'il était parti avec des médiums. Malgré une pénalité sur la grille, et ça, c'est un petit peu la petite déception, c'est encore une pénalité sur la grille pour Lando Norris, pour avoir dépassé sous drapeau jaune en essai libre 1, ce qui est un petit peu bête. Mais oui, non, très bon week-end aussi. À part cette erreur, très bon week-end de Lando Norris, et puis il s'est bien rattrapé en course. Dommage qu'il soit parti si loin sur la grille parce qu'il avait peut-être le rythme pour aller chercher un Alexander Albon qui n'a pas fait un excellent Grand Prix. Et puis on finit avec Sergio Pérez. Alors là, Sergio Pérez, une démonstration, une masterclass Sergio Pérez. Dommage des 2 derniers tours de course parce que sinon c'est lui qui finissait 5e. Dommage d'avoir cassé son aileron avant. Masterclass Lance Stroll parce que Sergio Pérez qui nous a montré l'étendue de son talent. On était un peu inquiet après les qualifications. Moi, j'étais un petit peu inquiet. Il finit simplement 17. Mais c'est pour ça que je lui ai mis que 15. Parce que je me dirais, j'aurais pu lui mettre 18, 19 vu sa course. Oui, il s'est quand même raté en qualification par rapport à Stroll. Mais après, derrière en course, il est au-dessus du lot. Il a vraiment un très très gros rythme. Je pense il était plus rapide qu'Albon, ça c'est sûr, en termes de rythme de course, voire même à certains moments plus rapide que Max Verstappen. La Racing Point lui convient extrêmement bien, il faut le dire. Il arrive à s'en servir mieux que Lance Stroll. Et puis, en tête en essai libre 1, non, il a fait un très bon résultat. Et puis là, ils ont eu une meilleure stratégie que le week-end dernier. Je rappelle que le week-end dernier, c'était le seul qui était avec des médiums. Il avait eu du mal à finir le Grand Prix parce que les températures de piste étaient élevées. Autant là, il s'est arrêté après Ricciardo. Lui aussi il partait avec des médiums et il a fini avec des softs. Il a très bien tenu ses softs. Dommage, voilà, cette erreur à 2 tours de la fin aussi qui lui coûte une place. Après, voilà, c'est quand même un bon Grand Prix de la part de Sergio Pérez, qu'il continue comme ça, parce que je pense que, alors peut-être pas sur le Hungaroring, mais à Spa et à Monza, je pense que les Racing Point seront peut-être même les voitures à battre, mais au moins des voitures qui sont très très dangereuses pour les Mercedes. On passe aux pilotes moyens sans transition, parce qu'il n'y a toujours pas de jingle pour les pilotes moyens. On commence avec Ricciardo, on va aller assez vite. Ricciardo, 11 sur 20, pourquoi plus rapide en EL1 que Ocon, malgré tout, grosse erreur en essai libre 2, où il se crache, et heureusement, pas de grosse pénalité du côté de Daniel Ricciardo, parce que le crash était assez important, et gros travail de résistance du châssis Renault. Peut-être un peu de chance aussi pour ne pas avoir cassé ni la boîte de vitesse, ni le MJUH et le MJUK, ce qui arrive dans ce genre de cas. Ensuite, en course, il prend les points de la 8e place, avec une grosse bagarre avec Ocon. Grosse bagarre également avec Lance Stroll. Encore une fois, pour moi, Lance Stroll aurait dû avoir une pénalité parce qu'il a défendu... c'est quand même... Enfin, bon, je reviendrai peut-être... Je vais le dire maintenant. Normalement, j'avais prévu de le dire avec Lance Stroll. C'est quand même incroyable du côté de la FIA de n'avoir aucune cohérence au niveau des pénalités. C'est-à-dire qu'en F3, il y a un pilote qui a fait la même chose au virage 4. C'est-à-dire qu'il a poussé son adversaire une seule fois à l'extérieur de la piste, de manière intentionnelle. Il a eu 5 secondes de pénalité. En F1, le pilote Lance Stroll le fait 3 fois, parce qu'il le fait au virage 3, il le fait au virage 4, il l'a refait dans la dernière section juste avant l'arrivée sur le même pilote. Aucune pénalité. Pourquoi ? Michael Mesi peut-être nous donnera des informations, mais c'est quand même sidérant de voir que parfois les pénalités sont quand même à la tête du client, t'as l'impression, parce qu'en F3, il y a un pilote qui fait la même chose, il est disqualifié de la course. Là, parce que c'est Lance Stroll, on laisse passer. Ce qui fait qu'il va continuer à faire ça, parce qu'il n'a pas eu de pénalité. Donc, même pas un drapeau noir et blanc. Enfin, c'est sidérant ce qu'on a laissé passer, parce que Lance Stroll a été, je trouve, à certains moments, très dangereux. Et c'est pas du chauvinisme pro-Renault, pas du tout. Je trouve qu'il a été très dangereux. Autant que ça soit Pérez, qui a parfois défendu sa position
où je sais plus qui, à un moment, qui a aussi un petit peu été au forceps, c'était bien réalisé. Autant, à un moment, Pérez qui passe par l'extérieur dans l'enchaînement 4, 5, 6, l'enchaînement 5, 6, passe tout à l'extérieur, c'est magnifique. Autant là, Lance Stroll, c'était un peu dégueulasse. Donc Ricardo, 11 sur 20, parce qu'il aurait dû finir une place devant, ce qui aurait fait 7, ce qui aurait fait des points supplémentaires pour Renault. Et qu'en plus, il n'a pas été aidé. Sainz, 11 sur 20, pourquoi? Parce que devancé en course assez largement par Lando Norris, malgré tout, devant en EL1, en EL2 et en qualification. Très belle troisième place en qualification sous la pluie. Il a montré que la McLaren est une voiture qui a un très très bon châssis, contrairement à une voiture rouge avec un cheval cabré dessus. Et surtout, il nous a montré son talent en termes de pilotage. Et le fait de faire troisième sous la pluie, ça montre que c'est un excellent pilote. Et il montre un petit peu à Charles Leclerc qu'il va falloir compter sur lui sur l'année prochaine si la Ferrari fonctionne. Et surtout, ça ne sera pas simplement à faire valoir ce qu'on aurait pu penser. Et je pense que Ferrari pensait à ça en prenant Carlos Sainz, c'est-à-dire prendre un numéro 2 qui peut parfois être rapide, mais qui est un numéro 2. Je crois qu'ils ont choisi encore une fois un deuxième numéro 1. Et je ne suis pas sûr que la relation entre Leclerc et Carlos Sainz soit si facile. Et surtout, je rappelle que Carlos Sainz Jr., son papa, c'est Carlos Sainz. Et comment vous dire, c'est un petit peu comme Nelson Piquet en rallye. On ne lui fait pas à l'envers à Carlos Sainz, très clairement pour le dire. C'est-à-dire qu'on ne l'entube jamais, Carlos Sainz. J'espère que Mattia Binotto l'a bien compris. Et quand tu prends Carlos Sainz Jr., tu prends également le père avec. On continue avec Lance Stroll, 12 sur 20. Alors vous allez me dire, pourquoi 12 sur 20? Alors, je dis qu'il devait recevoir une pénalité et qu'il a conduit comme un branquignol. Certes, il s'est défendu comme un branquignol. 12 sur 20, pourquoi? Parce que même s'il est devancé par Perez pendant tout le week-end, il faut le dire, il se prend 4 dixièmes, je crois, 5 dixièmes en EL1 et 3 dixièmes en EL2, ce qui fait quand même beaucoup. En qualification, il finit devant. Et c'est un moment qui compte, la qualification. En course, pendant très longtemps, il était devant Perez. Certes, il avait un rythme moins bon. Mais même avec un rythme qui était moins bon que Perez, il avait plutôt un bon rythme de course, contrairement à d'habitude. Il a plutôt bien géré ses pneus. Après, c'est vrai que moi, quand je le vois au volant, Stroll, j'ai l'impression d'avoir un jeune permis ou un mec qui passe la conduite accompagnée. C'est-à-dire qu'à un moment, je l'ai vu dans le virage 4, où il était en bagarre déjà avec Ricardo. Je l'ai vu, mais freiner. T'as l'impression qu'il passe les vitesses, mais il contrôle pas tout, quoi. Tu vois, il cisaille le volant vachement. Il tourne pas de manière... il tourne d'un coup, le volant. Il fait des petits mouvements comme ça, très rapides. Quand il rétrograde les vitesses, il rétrograde d'un coup, mais hyper vite, mais de manière pas sereine. Tu sens qu'il n'est pas serein au volant d'une Formule 1, le mec. Tu sens que, bon, autant au volant d'un C15, ça va, mais alors dès que c'est une Formule 1, paf, il a un peu plus de mal. C'est super étonnant comment il conduit, Stroll. Ça m'a toujours fait peur, je peux vous le dire. Je sais pas s'il faisait ça en F3 parce que je suivais pas la F3 énormément à l'époque, mais c'est vrai que c'est toujours grandiose de le voir en caméra embarqué, Stroll, parce que tu as l'impression vraiment d'avoir un permis A. Et puis on continue avec Albon, 9 sur 20. Pourquoi? Il finit 4e du Grand Prix, mais contrairement à la semaine dernière où il pouvait jouer le podium, je rappelle qu'il pouvait quand même jouer le podium la semaine dernière parce que le safety car avait eu la bonne idée de se foutre juste devant les Mercedes, et donc Albon, qui était 3e, avait eu le temps d'entrer dans la voie des stands alors que Hamilton et Bottas n'avaient pas eu le temps de rentrer dans la voie des stands. Après, voilà, ça peut arriver, donc c'était un fait de course pour moi, mais il faut quand même le rappeler. En rythme pur, Albon, il ne joue pas du tout dans la même cour que Max Verstappen. C'est-à-dire que Max Verstappen a eu quand même le temps de faire un arrêt au stand, le temps de remettre des stocks pour tenter le meilleur tour en course, sans se faire attraper par Albon. C'est-à-dire, Albon, bon, il était à 40 secondes, plus de 40 secondes. En qualification, il est loin également de Verstappen, même si c'est sous la pluie. Albon, tac tac, 1 seconde 7, donc oui, 5 dixièmes sous la pluie. En EL2, 7 dixièmes. En EL1, 6 dixièmes. C'est à peu près l'écart qu'il y a eu pendant tout le week-end, l'écart ne s'est pas réduit. Alors je sais et je pense c'est un peu la même situation que Pierre Gasly l'année dernière. Mais on nous l'avait vendu comme un pilote qui était largement mieux que Pierre Gasly. Vous regarderez la vidéo quand Pierre Gasly est évincé, j'avais dit
j'ai l'impression quand même que Albon, c'est pas non plus le champion du monde des futurs cracks, quoi. C'est peut-être pas un futur champion du monde. Le problème d'Albon, c'est que déjà, il devançait pas non plus Kiat l'année dernière, il lui mettait pas des branlées comme ce qu'a pu faire parfois Pierre Gasly. Le problème d'Albon, c'est le même problème que Gasly, c'est-à-dire que la voiture est faite pour Verstappen, parce que Verstappen est la star de Red Bull, parce que Verstappen, c'est le mec qu'on veut voir futur champion du monde chez Red Bull, c'est pas Albon. Et que voilà, la voiture, même si elle lui convient pas, il doit s'adapter à la voiture, et c'est pas l'équipe qui adaptera la voiture à Albon. Elle adaptera la voiture à Verstappen, mais pas à Albon. Et comme Verstappen a un style de pilotage particulier, un peu comme Marquez en moto chez Honda, et bah, les coéquipiers subissent. Tous les coéquipiers de Marquez ont subi en moto, que ce soit Pedrosa et Lorenzo qui étaient quand même pas des branquignoles. C'est pareil pour les coéquipiers de Verstappen, parce que j'ai l'impression qu'on fait de voiture que pour Verstappen. On s'en fout du titre constructeur, j'ai l'impression, chez Red Bull. L'objectif, c'est le titre pilote avec Max Verstappen. Ça me rappelle une époque, Benetton, qui faisait une voiture pour Schumacher, et t'avais eu pas 13, George Verstappen et d'autres, et Gigi Leto, qui n'avaient pas réussi du tout à s'en sortir. Même Johnny Herbert avait eu beaucoup de mal avec cette même voiture. Heureusement, il avait remporté le Grand Prix de Silverstone en 95. On finit rapidement, parce que je m'aperçois que je suis à 13 minutes et que sinon ça ne va pas finir. Russell Latifi, 12 sur 20 rapidement, Kiat 9 sur 20. Et puis on passe au bonnet d'âne, du côté de Giovinazzi et Raikkonen, 4 sur 20, 7 sur 20, Magnussen 6 sur 20. Du côté d'Alfa Romeo, la voiture ne marche absolument pas, et c'est une catastrophe, cette Alfa Romeo. C'est vraiment, je pense, la moins bonne voiture du plateau, même derrière la Williams. C'est dire le niveau qu'a l'équipe de Fred Vasseur. De toute manière, Sauber, ça a été très bien tout de suite avec l'arrivée d'Alfa Romeo. Et depuis qu'Alfa Romeo a pourtant mis beaucoup plus d'argent, qu'ils ont le temps pour préparer la voiture, j'ai l'impression qu'ils régressent. Parce que déjà l'année dernière, ils avaient pas fait une très très grande saison. Alfa Romeo, Sauber. Peut-être aussi que Giovinazzi n'est pas un très très grand pilote. Moi, à sa place, je me méfierais, parce qu'avec Schwartzman qui arrive en F2, s'il arrive à avoir la super licence, ou un Mick Schumacher, que du côté de chez Ferrari, on veut voir dans une équipe de F1, même si j'ai du mal encore à savoir s'il a un énorme potentiel, ça pourrait être compliqué. Donc Raikkonen 7 sur 20. Et puis du côté de Magnussen 6 sur 20, un point de plus que Grosjean, juste parce qu'il a fini devant Grosjean, qu'il a été plutôt devant pendant tout le week-end. Et du côté de chez Ferrari, Leclerc 3 sur 20 pour l'excuse. Parce que le dépassement, ça ne pouvait absolument pas se faire. C'est-à-dire, je ne sais pas à quel moment il s'est dit, tiens, ça va peut-être passer. Ça ne pouvait pas passer à cet endroit-là de la piste. Qui pourrit la course de Vettel, et Vettel lui met 5 sur 20 parce qu'il était devant Leclerc pendant tout le week-end. Pour revenir à Leclerc, c'est pas la première fois qu'il nous fait ça en partant de loin sur une grille de départ. Monaco l'année dernière, il avait fait la même chose, c'est-à-dire qu'il s'était dit, tiens, il faut que je remonte très vite. Bon, au moins, il accepte de dire qu'il a été con. Le problème, c'est que pour Ferrari, la voiture n'est pas rapide, que sous la pluie, c'est pas qu'un problème de moteur, parce qu'on a vu que sous la pluie, techniquement, avoir moins de puissance, c'est plus facile de maîtriser la voiture. Et pourtant, ils sont loin. C'est-à-dire qu'il y a encore une seconde sous la pluie. Donc le châssis n'est pas bon, le moteur n'est pas bon, l'aéro n'est pas bonne. Les pilotes font en plus des bêtises, ce qui fait qu'ils ont perdu la possibilité de récupérer énormément de données aujourd'hui. Enfin, lors du Grand Prix, hier, ils pouvaient récupérer énormément de données qu'ils n'ont pas récupérées. Donc au final, c'est une catastrophe pour Ferrari sur ce week-end de course. On passe tout de suite au classement pilote. J'avais dit que la vidéo ne devait pas être longue. Eh bien, la vidéo fait 30 minutes. Du côté du classement pilote, eh bien, c'est Valtteri Bottas qui est en tête du championnat du monde avec 43 points, 6 points d'avance sur Lewis Hamilton. On a un troisième pilote qui est Lando Norris devant Charles Leclerc, Sergio Perez, Max Verstappen simplement 6e. L'abandon lors de la course, la première course, le Grand Prix d'Autriche lui fait un petit peu mal. Et puis Carlos Sainz, Alexander Albon, Pierre Gasly et Lance Stroll. On passe tout de suite au classement du championnat du monde. Donc on a en tête Mercedes avec 80 points. Juste derrière, il y a déjà un énorme écart, même avec McLaren, Renault,
quasiment 41 points, c'est un énorme écart. On retrouve ensuite Red Bull Honda 3e. À 12 longueurs de McLaren, il va falloir quand même un peu travailler pour récupérer ce retard, surtout que la McLaren a l'air d'être rapide. Racing Point, 22 points. Il va y avoir une grosse bagarre de toute façon pour cette place de vice-champion du monde, parce que je ne pense pas que Ferrari rattrape son retard d'ici là. Ensuite, Renault, AlphaTauri, Alfa Romeo, Williams et Haas n'ont toujours pas marqué de points, et ça sera difficile pour ces deux équipes pour marquer des points. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même s'il est un petit peu long. J'avais dit que je devais faire moins de 30 minutes et j'ai toujours pas réussi. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!